Les électeurs américains vont décider de celui ou de celle qui va les diriger pendant les 4 prochaines années. Et en Europe, il y a une sourde inquiétude. Que va-t-il se passer si Trump est élu? Est-ce que l'alliance entre les États-Unis et les pays européens va survivre au retour de Donald Trump au pouvoir? En fait, bien sûr, le style de Kamala Harris et Trump est très différent. Mais sur le fond, les différences ne sont peut-être pas aussi importantes que cela sur de nombreux dossiers de politique étrangère. Alors bien sûr, Trump a menacé de mettre fin à l'OTAN, mais en fait, c'est une sorte de chantage. Il va demander à ce que les pays européens s'engagent plus pour leur défense, dépensent plus et achètent plus d'armes américaines. Mais en fait, Kamala Harris n'est pas très loin de cette demande, même si elle le fait en termes plus courtois et plus polis que Donald Trump. Est-ce que Donald Trump abandonnera l'Ukraine? Oui, c'est tout à fait possible. Il a dit qu'il réglerait la guerre en 24 heures, ce qui veut dire la fin de l'aide militaire à l'Ukraine. Et dans ces conditions, finalement, très rapidement, la fin des combats, l'Ukraine demandant un cessez-le-feu. Et on voit d'ailleurs que le président Zelensky a lui-même anticipé une telle possibilité, puisqu'il parle aujourd'hui de négociations, ce qu'il ne voulait pas faire avant. Ceci étant, si Kamala Harris était élue, il ne faut pas croire que le soutien américain à l'Ukraine durerait éternellement. En fait, les deux hypothèses, c'est si Trump est élu, c'est un arrêt brutal. Si Kamala Harris l'était, c'était un arrêt progressif. Mais très probablement, les Américains sont fatigués de devoir soutenir une guerre dont on ne voit pas l'issue, surtout que malgré l'aide importante que les États-Unis et les pays européens ont accordée à l'Ukraine, la Russie continue de grignoter le territoire ukrainien. Sur le plan du Proche-Orient, là aussi, dans les deux cas, c'est un soutien quasi inconditionnel à Israël. Alors Biden a exigé certaines choses. On peut peut-être penser qu'il a obtenu le fait que Israël ne bombarde pas les installations pétrolières et nucléaires iraniennes. Est-ce que Trump le permettrait? En même temps, Trump n'a pas non plus intérêt à ce qu'il y ait une crise économique mondiale, surtout s'il arrive au pouvoir, et qu'il y ait un baril de pétrole à 150-200 dollars. En tous les cas, certainement que Netanyahou espère que Trump soit élu, et lui d'ailleurs, dont on se demandait s'il serait encore au pouvoir il y a un an, l'est toujours, et il attend que Trump arrive à la Maison-Blanche pour avoir encore plus d'espace. Sur le plan de la rivalité avec la Chine, eh bien là aussi, il n'y a pas beaucoup de différences. C'est un sujet d'accord entre démocrates et républicains, un sujet d'accord entre Biden, Trump, Kamala Harris. C'est que la Chine est une menace quasi existentielle, qu'elle veut prendre la place du leadership mondial, place qui est attribuée aux États-Unis pour le moment, et que ceux-ci ne veulent pas abandonner. Et donc la rivalité entre Pékin et Washington sera le mot d'ordre de la politique américaine, quel que soit le ou la présidente qui soit élu. Alors bien sûr, Trump serait beaucoup plus agressif avec le système multilatéral, avec les Nations Unies, les différentes agences onusiennes et le système multilatéral, et notamment l'accord sur le climat. Ceci étant, Kamala Harris a accepté l'extraction du pétrole par fragmentation, ce qu'elle refusait auparavant, et on sait que les États-Unis en tant que tels, y compris les démocrates, ne sont pas des adeptes absolus du multilatéralisme. De même que par rapport aux alliés européens, les Européens donc craignent l'arrivée de Trump, le retour de Trump au pouvoir, mais en fait il faut bien voir que si nous sommes alliés stratégiques, nous sommes rivaux sur le plan économique, et que la présidence de Biden s'est traduite par une sorte de pillage des industries européennes au profit des États-Unis, notamment par l'Inflation Reduction Act, que les démocrates n'ont bien sûr pas mis fin à l'application extraterritoriale de leur législation, et que finalement, au-delà d'une différence de forme, une fois encore, une Kamala Harris plus charmeuse, plus souriante, et un Trump brutal, eh bien, les États-Unis et l'Europe sont en situation de rivalité économique, et l'Europe doit se protéger de toute façon. En fait, dans l'idéal, il faudrait que l'Europe cesse d'avoir peur, de s'organiser elle-même, qu'elle cesse de confier son destin au changement de décision de 30 000 électeurs dans un swing state des États-Unis. Mais elle ne le fait pas, elle a toujours un sentiment majoritaire qu'il y a besoin d'une garantie américaine pour contrer la menace russe, et Poutine a réveillé bien sûr ce sentiment en faisant la guerre contre l'Ukraine. Et le problème, c'est que les deux pays qui pourraient être le moteur d'une autonomie stratégique européenne sont en situation de faiblesse pour des questions de politique intérieure, à savoir la France et l'Allemagne. Donc je ne dirais bien sûr pas que Kamala Harris et Trump, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, ils sont différents, mais il ne faudrait surtout pas avoir l'illusion de penser que nous vivrions une situation idyllique de protection bienveillante des États-Unis si Kamala Harris est élue, et que nous serons dans une confrontation permanente si Trump l'était.
Trump a la franchise de sa brutalité ou la brutalité de sa franchise. Kamala Harris est beaucoup plus avenante, mais une fois encore, elle sera là pour défendre l'intérêt national américain. Et sur le plan économique, il faut bien être conscient que celui-ci, parfois, est tout à fait contraire, contradictoire avec les intérêts économiques européens. Et donc, il ne faut pas se bercer d'illusions et être conscient de nos intérêts pour les défendre.